Flow, l'actu de demain. Bonjour Jasmine. Bonjour. Bienvenue dans Flow. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, chez Flow, on va à la rencontre d'experts, d'entrepreneurs qui remettent un peu en question le monde actuel, qui proposent quelque chose de nouveau. Donc, j'ai assez rapidement pensé à toi, donc je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Je suis ravie. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es et ce qui t'anime ? Vaste sujet. Je suis une femme de 27 ans, je suis franco-britannique, mais grandi en France et notamment à Paris. J'ai fait des études assez classiques pour les Parisiens, je dirais. J'ai fait une classe préparatoire, j'ai intégré HEC. Et une fois en école, en fait, j'ai beaucoup travaillé, très syndrome bon élève de ce côté-là. C'est bien, c'est bien. C'est bien, ouais. Et puis une fois en école, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'ouvrir à l'infini des possibles que j'avais, et peut-être le privilège aussi que j'avais de me poser la question fondamentalement de qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie de faire et à quoi j'ai envie de mettre mon énergie, notamment au travail. Et du coup, ma réponse à moi, c'était j'ai envie d'entreprendre parce que j'ai envie de créer un modèle, j'ai envie de créer un équilibre qui est le mien. Donc j'ai exploré un peu cette intuition tout au long de mes études. J'ai monté différents projets. J'ai travaillé, on est à Station F ici aujourd'hui, donc j'ai travaillé en investissement en start-up. J'ai travaillé dans une start-up, toujours dans des structures très petites où je voulais vraiment sentir cette flamme entrepreneuriale et me poser la question, est-ce que j'ai envie de faire ça ou pas ? Bien sûr, j'ai déconstruit plein de choses sur ce que c'est une start-up et le type d'entreprise qu'on pouvait créer. J'ai ensuite fait un master spécialisé en entrepreneuriat pour poursuivre cette intuition. Et c'était en 2019-2020, donc cet élan a été un petit peu coupé net avec la pandémie. Donc je fais partie de la promotion qui a diplômé en 2020. Ok. Donc d'un point de vue entrepreneurial, ça a rebasculé. Enfin, on était en processus de création d'entreprise, en gros, avec ma promo. Et ça a bien sûr rebattu les cartes. Ouais. Et que ce soit sur les sujets qu'on traitait, que ce soit sur la façon de faire, que ce soit sur... Et à l'inverse, chercher un job n'avait pas beaucoup de sens non plus dans un contexte où on bloquait les recrutements, où on parlait de métiers essentiels, non essentiels. Ouais. Il y a eu un petit flottement, mais que j'ai réussi à peut-être sublimer parce que dans cette quête de sens presque pour moi, j'ai trouvé un relais qui était celui le podcast. Et avec une amie du master, on a monté un podcast avant le Covid qui s'appelle Vocation. Et l'objectif, c'était d'interroger les métiers qui existent et un petit peu décrypter ce qui se cachait derrière l'intitulé de poste. Presque la fiche métier audio, quoi, globalement. Et donc, on a tendu notre micro à d'abord des gens qu'on connaissait, puis on a commencé à élargir. Ouais. Donc, tout le début de Vocation, les intitulés d'épisodes, c'est un nom de personne et un métier. Okay. Donc, je sais pas, chef de produit, qu'est-ce que c'est ? Raconte-nous ton parcours, etc. Ce qui, en fait, était une façon pour nous de pencher sur les thèmes RH, mais aussi pour très égoïstement se poser la question de pour mieux comprendre, qu'on a envie de faire. Pour creuser un peu la question. Exactement. Quoi. Et en fait, ça a été ma bouée de sauvetage pendant toute cette période parce que le Covid n'a pas empêché de faire des podcasts. Et ça a permis de rencontrer beaucoup de monde, de se faire un avis plus précis sur ce qu'on avait envie de faire et d'un projet qui aurait été un side project si on avait diplômé dans des conditions normales, je dirais. C'est devenu ma vie pendant 2 ans. En l'occurrence, mais à l'envers, parce que ça n'avait pas de modèle économique à proprement parler. Mais on a monté une entreprise derrière qui faisait de la marque employeur pour différentes entreprises. On a bossé pour EY, par exemple, ou Carrefour, des gros groupes. Et on a été incubé par différentes structures. Enfin, ça a été une vraie aventure start-up. Mais je dis à l'envers parce que c'était pas de base, la vocation de notre projet n'était pas de gagner de l'argent. C'était pas l'objectif, mais fort de votre succès, finalement, ça a créé quelque chose au-delà du podcast. Exactement. Le problème, c'est qu'on n'a pas non plus réussi à en faire un vrai business. Donc on a gagné de l'argent, mais pas assez pour se rémunérer à deux. Et puis le contexte restait difficile, mais là plutôt d'un point de vue psychologique, où entreprendre... Jusqu'à fin 2021, c'était les couvre-feux, les confinements à répétition, c'était beaucoup de solitude. Et que même si on était accompagné,
Désolée, c'est très long cette présentation. Bon, même si on était accompagnés, on était accompagnés en distanciel parce que c'était encore cette phase-là post-Covid. Donc il y a eu quelque chose qui s'est fissuré, je pense, en nous. On parle de bonheur, d'épanouissement, d'alignement, de cohérence au travail toute la journée. On a eu tellement d'exemples de gens qui nous ont inspirés, au contraire, qui nous ont confortés dans ce qu'on n'a pas envie de faire. Et là, on sentait quelque chose se briser, une sorte de schizophrénie, d'être tout le temps à promouvoir cette vision-là du travail et sentir quelque chose de plus profond en nous. Et puis il y a la question financière bien sûr qui prenait le pas. En parallèle, du coup on s'est dit pour gagner de l'argent, il faut pas que ce soit ça le point bloquant de notre projet. Si c'est notre projet passion, il faut qu'on continue comme ça. Donc j'ai fait du freelance avec plein de freelances que j'avais rencontrés via Vocation, un peu en binôme sur des questions de stratégie de marque, de production de contenu. Et j'ai produit différents podcasts pour des entreprises en santé mentale, en santé, etc. Et la vie fait bien les choses au bout d'une rentrée 2021 où on prend plus ou moins la décision de remettre au statut de side project ce projet qu'on avait transformé en entreprise. Nos chemins se séparent donc avec Carla, mon associée de l'époque. Et les choses sont bien faites. J'avais prévu bien sûr tous mes podcasts très en avance, que tu sais bien. Sûr, tu sais bien. Très important. Et notamment, j'avais prévu d'interviewer Emmanuel Duez, que tu as déjà eu sur cette piste. Et en l'occurrence, moi je lisais ses écrits pendant le Covid et on a pile 10 ans d'écart et j'étais très excitée à cette rencontre. Et je l'ai vu. Et on a parlé, je l'ai interviewée, quoi, donc c'est surtout elle qui a parlé. Et puis à la fin, elle se tourne vers moi et elle me dit écoute Jasmine, dis-moi en plus sur toi, j'ai peut-être quelque chose à te proposer, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et en fait, très vite, je lui ai dit je suis un peu dans une période d'entre-deux, je fais Vocation, les jeunes, etc. Parce que, du coup, on avait une audience très sortie d'école, jeunes, pas que jeunes d'ailleurs urbains de grandes écoles, c'était vraiment très varié. Et puis on s'est serré la main comme ça, gros coup de cœur, on s'est serré la main en quelques semaines pour que je du coup prenne la direction de l'association qu'elle avait dans les bacs. C'est incroyable. Donc Youth Forever. Oui, gros coup de cœur. Gros coup de cœur, vraiment, c'était vraiment quelques semaines. Elle m'a donné un enthousiasme, une énergie et je cherchais vraiment une sorte de mentor à ce moment-là où je me sentais un peu seule dans cette aventure et je voulais des moyens, un mentor, presque une équipe parce qu'elle avait une autre entreprise avec laquelle j'ai cohabité pendant longtemps. Et en l'occurrence, j'ai pris la tête de Youth Forever comme ça. Donc, on a créé l'asso de rien, on a levé les fonds. Il y avait déjà un peu de travail qui avait été fait, mais du coup, j'ai pris la casquette opérationnelle que j'ai menée en 4/5e pendant un an. Parce que j'avais encore mes projets de freelance, etc. Et puis, depuis 2 ans, à plein temps. Et maintenant, Youth Forever, c'était une équipe de 5 personnes... un budget autour, je le dis parce que c'est que des informations publiques, un budget un peu moins de 300 000 € annuels. C'est en gros 3 choses. C'est un observatoire, donc on fait des études, des livres blancs, des rapports sur le rapport au travail, des jeunes mais pas que, des générations globalement. Ensuite, on a 2 terrains d'action, côté entreprise, où on accompagne des employeurs sur les problématiques RH ou stratégiques liées au talent, que ce soit de la gouvernance ou du parcours collaborateur ou du recrutement. Et de l'autre côté, on accompagne les jeunes en direct sur des programmes de formation gratuits le soir, en l'occurrence sur des soft skills ou savoir-être, où on leur apprend notamment à convaincre, écouter, négocier et opérationnaliser. Voilà, et je vis à Paris... voilà, ma vie, mon œuvre. Pas mal. Je te remercie. Et alors, juste avant de parler de Youth Forever, plus en détail, bien sûr, donc sur cette... je te remercie pour l'explication, parce que du coup, on comprend très bien le cheminement et comment tu en es arrivé à monter Youth Forever avec Emmanuel. Mais donc, dès le début, donc, il y a ce questionnement, mais il y a aussi dès le début cette intuition, comme tu le disais si bien, cette envie de te frotter à l'entrepreneuriat. Donc après multiples recherches, après multiples études via tes podcasts, tes rencontres, ça s'est confirmé. C'est quelque chose aujourd'hui que tu as en toi, que tu as éprouvé à plusieurs reprises et qui t'anime vraiment aujourd'hui. C'est quelque chose qui est essentiel. Oui et non, en fait, ce que j'ai appris, c'est que l'entrepreneuriat, ça voulait un peu rien dire.
qu'il y a tellement de modèles d'entreprise, d'entrepreneuriat, de jeunes entreprises, d'entrepreneurs, que de personnes. Ouais. Et qu'il y avait un modèle dominant, je dirais, dans les médias, même dans les études que j'ai faites, qui est celui de la start-up de Station F, en hyper-croissance, qui lève des fonds. C'est ce modèle très accéléré qui est remis en question aujourd'hui, mais qui l'était moins en 2021. Et j'avais contribué à ça. Et en fait, j'avais un malaise par rapport à ce modèle-là. Moi, j'y croyais pas toujours parce que finalement, je suis beaucoup plus drivée mission que... Ouais. Tu te reconnaissais pas forcément dans ce type d'entrepreneuriat. Voilà, moi, j'avais surtout envie d'avoir de l'impact et être libre. Enfin, c'était un peu... et d'être flexible, autonome, etc. Et donc, l'entrepreneuriat peut y répondre, mais c'est... À l'inverse, beaucoup d'entrepreneurs diraient qu'ils sont tous sauf libres, je pense. Parce qu'on a la pression de parties prenantes externes, un vrai enjeu de... On se met dans le rouge dans plein de situations, y a beaucoup de pression psychologique, de charge mentale, etc. Donc je ne sais pas si c'est le modèle ultime de liberté. Néanmoins, moi j'y trouve une façon de... En tout cas, là, j'ai créé une structure de rien, mon métier, le métier d'autres gens. Enfin, je trouve ça dingue. Mais j'ai moins ce dédain peut-être que j'avais de manière très caricaturale mais pour les salariés, quoi. Je comprends. Je sais pas pourquoi, mais je m'étais beaucoup monté la tête autour de ça. Et en fait, maintenant, je comprends que si mon objectif, c'est avoir de l'impact, c'est... être nourri par les autres, c'est cette forme de liberté, je peux la retrouver dans plein de modèles différents. Bien sûr. Et que dans l'entrepreneuriat, et du coup on y reviendra, mais c'est pour ça aussi qu'on a monté une association et pas une entreprise, parce que c'était un autre modèle entrepreneurial qu'on avait envie de faire, de démontrer. Donc oui, je garde cette flamme-là, et je pense qu'elle sera dans toute ma vie en petit pointillé. Avec un cap donc assez clair, l'impact. En tout cas, pour l'instant, ouais. Et donc, justement, Youth Forever, la mission principale tourne autour de la jeunesse, comme son nom l'indique. Maintenant, c'est beaucoup plus intergénérationnel que jeunesse, parce jamais on a fait du jeunisme, on parle pas des jeunes pour parler des jeunes et les exclure d'un ensemble de populations. Mais nous, on dit beaucoup qu'on essaye de créer les conditions d'un dialogue entre entreprises, salariés, impact, au service. Pourquoi ce dialogue? Mais pour le mettre au service de la transformation de notre société. Tout à fait. Et notamment, mon territoire, pour le coup de prédilection, c'est pas les startups, c'est les grands groupes. Et que je suis convaincue que notamment pour un monde vivant, pérenne, durable, possible demain, ces boîtes-là vont bouger, vont devoir bouger. Et donc, il va falloir des hommes et des femmes à l'intérieur qui vont être à la fois volontaires, mais aussi capables. Donc, avoir les bonnes compétences, les bonnes connaissances, le pouvoir, l'envie de les transformer. Et là, on parle dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. Et c'est un peu à ça qu'on essaye de contribuer. C'est comment est-ce qu'on identifie, comment est-ce qu'on permet ces sortes de lignées intergénérationnelles, ces cordées, j'aime bien parler comme ça, à la fois les former, mais aussi leur permettre d'un travail qui a du sens, et du sens, j'espère, pour notre société. Oui, bien sûr. Non, mais c'est essayer de faire comprendre à la fois à la jeunesse, mais aux entreprises, ce que les jeunes peuvent apporter aux entreprises, et puis inversement, ce que l'entreprise peut apporter aux jeunes. Donc, d'accord, donc ça c'est la mission, donc créer du lien entre ces deux mondes, entre ces mondes multiples. Les jeunes ont besoin d'être guidés aujourd'hui, peut-être plus que jamais. En tout cas, le point de départ post-pandémie, donc bien évidemment, a plongé la jeunesse, l'économie dans un trouble, dans un monde nouveau, avec des règles nouvelles, une organisation nouvelle, mais des perspectives assez floues. Donc effectivement, j'imagine que le lancement de Youth Forever post-pandémie faisait vraiment beaucoup de sens, et vous avez pu les accompagner et les guider à travers tout ce brouillard. C'est sûr, globalement, c'était très difficile d'identifier post-pandémie l'impact vraiment qu'aurait la crise sur l'ensemble de la population, sur le travail, mais aussi sur les jeunes en particulier, comme un peu relève obligatoire mathématiquement à demain, et qu'on ne pouvait pas se permettre de sacrifier, on prenait ce terme qu'on utilisait beaucoup à l'époque, mais c'était terrible, de sacrifier 3 ans de cohorte d'âge sous prétexte qu'ils ont manqué de l'apprentissage,
qu'ils n'ont pas eu leurs premières expériences comme ils l'auraient souhaité, etc. Donc ça a été d'abord, nous, comme je disais, notre rôle, il est à la fois de permettre cette rencontre, mais aussi de décrypter. Et la partie observatoire est fondatrice dans notre activité, et aujourd'hui, c'est entre 2 et 3 études par an. La première, on l'a fait sur le diagnostic quel impact de la pandémie sur ces jeunes. Parce que l'objectif était de dire aux employeurs, vous ne pouvez pas les sacrifier, et comprenez l'impact que a cette crise, d'un point de vue financier, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue scolaire. Et globalement, c'est incompressible, vous allez devoir l'absorber. Et que s'il y a des manques, globalement, le niveau de l'éducation a baissé sur les 30 dernières années. Ça n'y a rien de nouveau, mais c'est amplifié par un moment particulier où il y a des trous dans l'apprentissage, dans les liens sociaux, dans la façon dont on rencontre le travail. Et donc, il va falloir l'absorber, mais c'est OK, c'est un constat. Et derrière, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça a été ça un peu le point de départ. Et côté jeunes, c'est aussi qu'on a vu que les jeunes, c'est pas les clichés qu'on entend, c'est pas des victimes, c'est pas des caricatures, c'est du paradoxe comme toute jeunesse de tout temps. Mais c'est aussi beaucoup d'opportunités, et qu'on tombait presque dans un discours de fracture générationnelle. Il y a eu beaucoup d'ouvrages, et il suffit de taper Génération Z sur Google, je l'ai fait encore hier. Il faut s'accrocher, parce qu'on dit tout et son contraire. De toute façon, comme si on pouvait résumer l'ensemble de la jeunesse à un cliché, à une génération, mais surtout même à un cliché, à un profil. Je pense qu'il y a une multitude de profils différents. C'est sûr. Et donc, justement, votre initiative, j'imagine, permet aussi d'adapter en fonction de chaque typologie de jeunes, différents parcours, différentes formations, accompagnements. Exactement. Et donc aujourd'hui, après quelques années, quel est le rapport des jeunes par rapport au monde du travail, d'après toi ? Comment est-ce qu'il évolue ? Quelles sont un peu les perspectives ? Peut-être pour préciser, qu'est-ce que j'entends par les jeunes ? Les jeunes, c'est... En fait, ça dépend des définitions. À vous de vous dire qu'est-ce que c'est être jeune selon vous. Mais en l'occurrence, au-delà d'une posture, c'est souvent un âge. Selon l'INSEE, c'est moins de 30 ans. Selon beaucoup d'études, c'est moins de 25. Selon le terme génération, notamment génération Z, qui sont les jeunes d'aujourd'hui, c'est les moins de 28 ans aujourd'hui, donc ils vieillissent d'année en année. Donc ça pose la question déjà de qui sont les jeunes dont on parle. Donc un rapport au travail, il n'y en a pas, comme tu l'as dit, il y a des rapports au travail, et que le critère le plus important quand on parle de génération, c'est l'origine sociale. Et après, le territoire, le métier, le genre, etc., le diplôme. Et en l'occurrence, mais bon, on essaye quand même d'utiliser le concept, je l'utilise quand même. Et en l'occurrence... les jeunes, c'est plusieurs mesures vis-à-vis du travail, mais c'est une remise en question qui est l'héritage de leurs anciens, de cet objet travail, d'un travail qu'ils veulent plus, qui abîme, qui nuit à notre santé, qui est prioritaire dans la vie, qui est identitaire. Le travail est presque remis à sa place de travail. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de travailler. Pour beaucoup, ça reste une nécessité. Et je rappelle que les chiffres varient de semestre en semestre, mais la jeunesse, c'est plus de 50% de contrats précaires. Donc, pas de CDI. Donc, quand on dit les jeunes ne veulent plus de CDI, non, ils veulent plus... Ils n'y attachent pas la même importance, mais la plupart, ils veulent toujours un CDI, parce que ça permet d'avoir un appart, ça permet d'avoir plein de choses. Ils n'auront pas que du CDI, c'est ça qu'il faut changer, et que c'est plus un moyen qu'un statut. Globalement, les jeunes, dans leur rapport au travail, en fait, dans l'absolu, ils veulent la même chose que les autres. Donc, ils veulent être bien payés, ils veulent être respectés, ils veulent de la transparence. Mais le curseur, c'est qu'il y a plein de choses qui sont plus négociables. Et que... ils sont impatients aussi, mais est-ce que c'est pas ça être jeune quelque part ? Oui, c'est bien, c'est important d'être impatient. En fait, c'est très difficile de dresser un portrait du rapport au travail, parce que nous, on dit beaucoup que la jeunesse est une loupe. Nous, on aime bien étudier les rapports sur la jeunesse qui nous disent, par exemple, qu'ils veulent beaucoup de flexibilité. En fait, tout le monde veut de la flexibilité aujourd'hui. Et donc, j'aime bien cette idée de se dire que quand on regarde la jeunesse et qu'on est agacé ou surpris par leur réaction, en fait, parfois, c'est juste un miroir grossissant sur une évolution intergénérationnelle du travail. Donc, les jeunes veulent travailler, oui. Les jeunes, globalement, veulent être utiles, mais utiles pour soi. Donc, utile, ça peut vouloir dire activiste, engagé pour des causes qui nous tiennent à cœur, mais ça peut vouloir dire aussi, je comprends à quoi sert mon taf dans ce grand tout. Et ça peut vouloir dire, il est utile parce que je gagne de l'argent et qu'à côté, je peux faire ce que je veux. Et moins, on leur a mis l'étiquette de l'impact et du sens, mais c'est pas forcément toujours le cas.
c'est pas forcément l'apanage des jeunes. Non, mais c'en est certain. Mais Peut-être des moins jeunes qui se posent des questions aussi et qui ont envie d'avoir un impact. C'est ça, je pense qu'il faut retenir, c'est que les jeunes n'ont rien d'inédit. En moyenne, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a le contexte dans lequel ils sont. Donc c'est le côté presque jeunesse, mais c'est moins de moyens, moins de contraintes, moins d'expérience. Et amplifié par le contexte actuel, et en ce moment ils sont plutôt entre guillemets en forme, ils l'étaient moins post-Covid, mais c'est très lié à la conjoncture économique. Et puis les jeunes sont comme les autres, enfin dans l'absolu ils veulent ce qui a changé, c'est plutôt qu'on a autorisé de créer une conversation sur qu'est-ce que vous voulez d'un emploi. Et on le pose à tout le monde, mais juste on le pose en particulier aux jeunes, ce qu'on ne faisait pas il y a 20 normal. ans. Oui, non, tout à fait. Donc ça amplifie cette impression ils font leur liste de courses vis-à-vis du travail, je comprends. Alors que globalement, on leur pose la question, donc on va répondre. Oui, c'est bien, il faut. Ça oriente un petit peu. D'accord, et donc Youth Forever, tu le disais, est une asso, une ONG. Donc comment ça fonctionne ? Vous avez des partenaires, des mécènes qui vous soutiennent ? Donc on est une association loi 1901 d'intérêt général, donc ça nous oblige, et c'est pour ça qu'on a choisi ce statut, parce qu'on voulait vraiment avoir ce cap, ces garde-fous qui soient cet intérêt général. Une asso peut faire du chiffre d'affaires, mais c'est très contrôlé, parce que on a des seuils à pas dépasser avant d'être taxé de société, et du coup de payer les impôts qui vont avec, etc. Et en moyenne, on essaye d'avoir un équilibre à 70% de mécénat pour 30% de chiffre d'affaires sur notre budget total. Et après, une fois qu'on a l'argent, ce budget, il est utilisé comme une entreprise, à des coûts fixes, une équipe, etc. En l'occurrence, nous, on a très vite fait une sorte de levée de fonds. Donc, on est allé chercher différents partenaires mécènes. On avait à cœur d'avoir des groupes très différents, à la fois dans les secteurs d'activité, dans les tailles d'entreprise, dans la vision des dirigeants. Est-ce qu'ils étaient plutôt pionniers dans cette exploration du travail, ou est-ce qu'ils étaient plutôt en demande parce que confrontés à des sujets d'attractivité ou de fidélisation de talent. Mais on aimait bien avoir les deux mesures. Ils étaient alignés sur la même intention, mais juste leur contexte d'entreprise était différent. Et donc on a comme ça structuré à la fois des bailleurs sociaux dans l'Oise, comme L'Oréal, comme plein d'autres types d'entreprises de secteurs très variés, qui du coup font des dons à l'association, tout modèle classique de mécénat. Et puis côté budget, on a très vite, grâce à l'Observatoire et des études qu'on a produites, on avait bien sûr un volet de plaidoyer qui était très important, et de faire presque faire connaître nos études et faire poser nos convictions dans le débat public et dans les événements qui comptent, en tout cas pour nous. Et en l'occurrence, du coup, ça nous a permis de manière assez organique de faire du travail de sensibilisation au sein d'entreprises. Donc on facture des conférences, des ateliers, de la facilitation. Maintenant, on décline aussi nos programmes de formation qu'on peut payer en marque blanche. Excellent. Donc on a un peu comme ça ces doubles casquettes. Mais que vous ayez en tête, une association, c'est très libre, parce que on est subventionné pour une mission. Donc après, à nous de voir comment on juge, avec notre conseil d'administration et nos administrateurs bien sûr, mais comment on juge qu'on va répondre à cette mission. C'est pas du tout produit, solution, offre et demande. C'est une mission, et derrière, comment on décline nos actions pour répondre à cette mission suffisamment bien pour qu'on soit refinancé derrière. Donc ça, c'est intéressant comme modèle en ce sens, mais il faut avoir en tête, à partir, je crois, de 153 000 € de dons reçus par année, on a besoin d'avoir un commissaire aux comptes. On est très surveillé en fait sur notre façon de faire ce qu'on fait, ce qui paraît logique, parce qu'on donne beaucoup d'avantages et de garanties en étant une association, et du coup il faut que ce soit vérifié. Donc j'ai aussi beaucoup appris d'un point de vue de gestion, parce qu'on a été très accompagnés par des avocats, puis des comptables, puis un commissaire aux comptes qui ont aidé une structure qui globalement avait 3 salariés, mais à être très sérieuse dans sa façon d'opérer. C'est très particulier comme approche, comme business model. En tout cas, j'ai dû me poser des questions que je vois certains amis entrepreneurs se poser bien plus tard, au bout de 3, 4, 5 ans d'activité, au moment où l'entreprise prend de l'ampleur, de gestion financière par exemple, que nous on a dû prendre dès le premier jour, parce que ce statut nous l'imposait. Et donc tu parles d'observatoires, de conférences, d'ateliers, des formations.
avec toujours comme objectif de créer ce lien intergénérationnel, mais aussi entre les jeunes et le monde de l'entreprise. Quel type de formation, par exemple, vous avez pu mettre en place, avec quel type de partenaires et quel objectif? Nous, globalement, notre public d'intervention, c'est souvent les jeunes de l'entreprise, mais en l'occurrence, alternants, stagiaires, premier CDI. Parfois, des comités comme des shadow boards ou des comités missions, des collectifs de jeunes ou intergénérationnels, mais qui ont eu un mandat, un moment dans l'entreprise pour pousser un sujet un peu plus loin, notamment beaucoup sur les sujets RH avec ceux qu'on a côtoyés. Ça, c'est pour ce qu'on fait dans l'entreprise, et on a décliné beaucoup d'ateliers autour du parcours collaborateur. En l'occurrence, on a un outil qui s'appelle la fresque du parcours collaborateur, qui est plus un prétexte qu'une fresque. Enfin, on apporte moins de connaissances que dans des fresques que vous avez peut-être déjà fait. Fresque du climat. Voilà, donc nous, c'est plutôt un outil fresque parce que chronologique qui est dans le temps, mais en l'occurrence, c'est pas le même format. Et en l'occurrence, on anime comme ça, on crée du débat autour d'un vécu partagé. Soit en huis clos avec les jeunes, soit en intergénérationnel, pour parler de leur quotidien au travail, ce qui nous permet d'être un tiers en fait à qui on dit les choses, et derrière on va transmettre ce qu'on a entendu pour faire le diagnostic de comment se sentent les gens, souvent pour répondre à une problématique précise de l'entreprise, mais pas que. On essaye d'avoir ce côté un petit peu haut-parleur par rapport aux attentes, ce qui est beaucoup plus facile avec un tiers qu'en direct avec CRH par exemple. Et sinon, là, on a monté, par exemple, pour Deloitte, un programme décliné de notre programme phare, du coup, associatif. Un programme qui s'appelle CENO, comme je disais, on apprend à convaincre, écouter, négocier, opérationnaliser, donc CENO. Et en l'occurrence, on a une méthodologie qui est vraiment un mix de témoignages, de pratiques et de théories. Donc c'est très court, c'est plus des introductions, on fait des modules de 3 heures par compétence, donc ça passe très vite. Mais l'objectif, c'est de dire comment on se fait entendre, et surtout comment on est entendu. Et qu'aujourd'hui, faire du bruit dans sa boîte ou ailleurs, c'est bien, mais parfois ça suffit pas pour avoir de l'impact, et qu'il faut aussi savoir se mettre à la place de nos interlocuteurs, avoir les bons arguments, négocier, etc. Et du coup là on l'a fait pour des jeunes par promo Youth Forever, et puis on le fait parfois pour les entreprises. Donc ça, c'est typiquement le genre de programme qu'on a monté. D'accord, c'est excellent. Et merci. mais c'est super intéressant. C'est aussi une façon de donner à ces jeunes très rapidement les moyens de se faire entendre et de pouvoir avancer dans le monde de l'entreprise. Donc, et d'apporter aussi tout de suite quelque chose, une valeur ajoutée. C'est sûr. Via l'angle des idées qu'ils peuvent apporter, de la négociation qu'ils peuvent mener. Donc, la négociation, c'est très intéressant parce que c'est une compétence qui est pas comme les autres qui sont souvent peu apprises, mais on découvre que souvent négocier pour la plupart des gens veut dire gagner. Ça veut dire optimiser mon intérêt, ça veut dire gagner. Alors qu'en fait, négocier, c'est gagnant-gagnant. C'est qu'il n'y a pas de gagnant, justement. C'est qu'on trouve un équilibre entre les deux, mais ça, on l'apprend en voulant sa bosse, je dirais. Et du coup, on essaye de créer en fait ces déclics et de se rendre compte comme ça. Et on fait intervenir, je sais pas, des responsables des affaires sociales ou des syndicalistes, etc., qui vont expliquer comment eux négocier. Et là, ça crée des waouh, mais en fait, c'est pas du tout ce que je pensais. Donc, c'est un exemple, mais on essaye comme ça de déconstruire aussi des imaginaires déjà intergénérationnels où on se dit, de toute façon, les dirigeants, par exemple, ils n'ont rien à faire de ce qu'on a à dire. Un peu le à quoi bon auquel on peut se confronter quand on est jeune et qu'on a beaucoup d'enthousiasme pour les causes qui nous tiennent à cœur. Et on essaye de créer ces espaces-là, de les permettre, mais toujours dans un climat vraiment bienveillant, vraiment positif, et de globalement se rappeler que tous, on a un marathon devant nous si on veut contribuer à ces causes, et qu'il va falloir tenir pas que les 6 mois à venir, mais toute notre vie. Et je pense que cette maturité-là, dans un monde qui fait globalement peur pour plein de raisons, je pense qu'on en a besoin aussi de cultiver cet enthousiasme, mais aussi cette endurance pour tenir. C'est vrai que c'est un monde un peu anxiogène, surtout quand on nous dit que la majorité des emplois qui existeront dans 10 ans, 15 ans, n'existent pas encore. Ça renforce aussi le côté anxiogène on navigue complètement à vue, quoi. Complètement, et il suffit de regarder les 4 dernières années. Je pense que les prévoir, les prédire,
que ce soit d'un point de vue peut-être géopolitique, on aurait pu, mais en l'occurrence, point de vue politique, économique. Enfin, c'est que des coups de théâtre permanents. Bien sûr. C'est une actualité environnementale alarmante. À la fois, c'est des sujets qui reviennent et qui se répètent, et en même temps, les 4 dernières années ont été tellement... comme ils disent, la permacrise, crise permanente, mais c'est un peu le nouveau normal. C'est un peu ça. Ouais. Et du coup, comment on navigue et on tient, entre guillemets, individuellement dans ce contexte-là. Il y a eu beaucoup d'études sur la difficulté à se projeter, à être optimiste, à croire en l'avenir, surtout post-Covid, les chiffres étaient très alarmants. Et puis globalement, une santé mentale, toute personne confondue, mais très fortement chez les jeunes, avec une grande détresse psychologique, de l'anxiété au suicide. Enfin, c'est vraiment un spectre qui est pareil, qui réveille, hein, qui alarme même. Dans ce contexte-là, comment on recrée des communautés qui se soutiennent, et on n'a pas besoin d'avoir de l'impact toute sa vie. Les jeunes qu'on accompagne souvent nous disent un peu gênés, mais moi je suis pas engagée. Mais c'est super, il n'y a pas de problème. Faut pas, en fait, on a aussi créé cette étiquette de est-ce qu'il faut, pour agir, est-ce qu'il faut nécessairement être activiste ou être engagé, au sens où on l'a dépeint comme le start-upper, mais tout à fait. On l'a dépeint sur les 5 dernières années. En fait, non, je pense pas. Ça va être à mesure variable sur sur sa vie. Ça va être plein de formats différents. Ça va être parfois se remettre soi au centre de l'équation. Et moi, je vois beaucoup j'imagine que mon parcours va être comme ça aussi. Et pour ça, il faut quand même avoir les bonnes ressources pour se projeter. Et donc, l'engagement aujourd'hui, effectivement, on associe souvent la jeunesse à cette quête de sens, même si, comme on le disait tout à l'heure, on a tous le droit de se poser cette question, quel que soit notre âge. Mais malgré tout, voilà, c'est quand même central aujourd'hui dans leur réflexion, dans leurs aspirations, et c'est souvent relié à l'environnement parce que voilà, il y a ce défi climatique qui s'impose à nous et qui s'impose peut-être encore plus à eux, puisque il y a toutes leurs perspectives qui sont un petit peu bouchées, un peu noircies par toutes ces problématiques, et qu'il n'y a pas forcément de solution. Donc, beaucoup d'impuissance. Beaucoup d'impuissance, c'est ça. Ouais, le fameux à quoi bon dont tu parlais tout à l'heure. Comment vous articulez justement votre narratif et puis votre accompagnement des jeunes entre déjà les questions qu'il y a autour du monde du travail et justement cette quête de sens, et comment vous faites le lien entre les deux? Ce dont on s'est rendu compte, c'est que il y a une teinte culturelle à cette quête de sens, et que typiquement en France, le sujet environnemental, et on l'a vu dans les cérémonies de discours en 2022-2023, globalement les attentes qui sont faites vis-à-vis les exigences qui sont données à l'entreprise. Quand on regarde du côté des États-Unis et d'autres pays comme l'Inde ou autres, peuvent avoir les mêmes préoccupations. Aux États-Unis, c'est plutôt la question de l'inclusion et du respect des uns et des autres, de la diversité au sens large, qui est vraiment le combat numéro 1. Ça veut dire qu'il n'existe pas chez nous, c'est vraiment le premier sujet. C'est intéressant de voir comme ça quelles sont les causes prioritaires. Chez les jeunes, celle qui revient le plus, c'est l'égalité des chances, aussi ce sujet d'inclusion, mais par le biais du diplôme et de l'égalité des chances, avec des initiatives qui ont combiné, je pense à Banlieue Climat, qui fait un travail extraordinaire, à Destin Lié, à d'autres associations qui ont essayé de combiner un public avec un défi, et comment on corrige des fractures peut-être en société pour ensemble, collectivement, agir pour ces sujets. Après, ce qu'on nous dit souvent... c'est aussi qu'il y a plein de jeunes qui n'en ont rien à faire, mais c'est pas forcément vrai, mais au sens où tout le monde est conscient, parce qu'on ne peut pas l'ignorer, on l'a vu à l'école, c'est dans l'actualité, mais après, pour être acteur dans cette transition, c'est la minorité. Et que la cause climatique, le défaut, c'est qu'on a fait beaucoup porter à la jeunesse une sorte de responsabilité de vous allez transformer, grâce à vous, on a de l'espoir. Il y a eu beaucoup ce récit-là. À vous de trouver la solution. Voilà, à vous de trouver, et ça, c'est une responsabilité immense. C'est horrible, oui. Et puis paradoxal, parce que les jeunes sont ceux qui ont le moins de pouvoir. Injuste, et il faut aller voir, par exemple, les éco-délégués dans les lycées. Donc, c'est un réseau de jeunes de 16-17 ans qui, en plus
délégués, il y a un éco-délégué dans le lycée. Oui, c'est vrai, ouais. En l'occurrence, les éco-délégués, c'est un peu ce sentiment-là de jeunes qui ont 17 ans. Et pour eux, pour changer le monde sur le climat, il faut y aller. Hein. C'est incroyable, j'adore. À part faire trier les déchets chez soi et faire en sorte que l'école fasse un peu plus de programmes et d'informations sur le sujet, il y a quand même, on a peu de leviers à disposition. Ceux qui vont vraiment changer le cours de l'histoire sur cette thématique sont ceux qui ont beaucoup de pouvoir. Et donc là, c'est marrant parce que cet engagement vient pas des jeunes, là, il vient des générations supérieures. Il devrait venir qui forcent les jeunes à s'engager en disant on va créer des éco-délégués. Donc, en l'occurrence, c'est assez organique entre eux. Pour cette initiative-là, mais en fait il y a un peu ce paradoxe où on attend beaucoup de la jeunesse, mais la jeunesse, n'est pas forcément capable, ni formée, ni au pouvoir, donc la sonder c'est très intéressant, mais derrière elle va pas... En tout cas, quand ils seront plus grands, oui, mais là on parle dans 20 ans. C'est assez mathématique, encore une fois. Mais du coup, il y a aussi de rejet de responsabilité qu'on a beaucoup vu, de jeunes qui rejettent, en fait, qui disent « mais c'est pas notre problème, en fait, c'est votre problème ». C'est pas leur responsabilité, justement. C'est un peu une génération qui est responsable, qui se décharge sur une génération qui arrive, qui n'est pas responsable. En tout cas, inconsciemment, on a un peu ressenti ça. Néanmoins, aujourd'hui, je pense plus qu'on puisse dire que le sujet environnemental est un sujet jeune. Il y a plein de... les scientifiques ont beaucoup plus de place et dans le débat, c'est devenu un sujet plus de société. Il est plus ou moins à l'ordre du jour en fonction de la conjoncture. Mais donc les jeunes là-dessus, en fait, il y a un peu plusieurs sons de cloche. Le gros sujet déterminant, c'est la formation. Et l'information. Et que, en fait, leur niveau d'engagement dépend aussi beaucoup de leur conscience. Il y a savoir que ça existe, mais après, il y a comprendre concrètement, quand on dit plus 1,5 degré, qu'est-ce que ça veut dire. Et ça demande beaucoup de boulot. Donc, il y en a plein qui le font de même, mais il y en a plein d'autres qui ne le font pas. Et du coup, quelle responsabilité, notamment d'entreprise, pour former l'ensemble de leurs collaborateurs, dont les jeunes, même si on a l'impression qu'ils sont plus conscients que les autres, c'est très différent entre l'émotionnel qui va avec et vraiment le concret de qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je comprends. Mais ils sont nés avec, en fait. Depuis 20 ans, on parle des digital natives, parce qu'ils ils sont nés avec la technologie, avec Internet, avec les smartphones, et donc on a été pendant 20 ans dans cette phase de transition numérique de notre monde. Là, effectivement, on est plutôt, alors je ne sais pas comment on pourrait les appeler, les écolo-natives, mais ils sont nés avec aussi cette conscience qu'on est dans un monde avec un défi énorme de réchauffement climatique. Et donc, ils ont ça dès le début, quoi, en tête, dans leur ADN. Et donc, effectivement, les années qu'on est en train de vivre déjà, mais qu'on a devant nous, seront plutôt autour de la transition environnementale, d'une certaine façon, de tout notre monde. On n'a pas trop le choix, là. Et effectivement, on se dit que vu qu'ils sont écolo-natives, ça va être plutôt à eux de nous donner les clés. Mais alors, est-ce que tu penses que c'est plutôt que toute cette réflexion entre deux générations, l'une responsable et l'autre qui hérite de ce problème et qui va devoir trouver les solutions, est-ce que c'est plutôt je suis pas là à pointer du doigt, non, mais c'est bien sûr. Mais est-ce que c'est plutôt une source de fracture, justement, ou plutôt de lien entre les générations ? Je pense qu'aujourd'hui, le nombre de jeunes... Enfin, il y a eu ce discours moralisateur avec l'apogée de Greta Thunberg, avec un peu un récit qui s'est construit autour de ça, mais plutôt pour réveiller les consciences. C'était aussi une stratégie, je pense. Aujourd'hui, ce discours-là, c'est un peu estompé. On est beaucoup plus dans la collaboration, en tout cas des appels à... et en politique, on l'a vu beaucoup. En l'occurrence, je pense par exemple à Camille Etienne, qui a produit un court-métrage, comme elle sait très bien faire, qui s'appelle Génération, où c'est une sorte d'app qui a déjà 2-3 ans, je pense maintenant, qui est une sorte d'appel à sa grand-mère et sa mère globalement, je vous accuse pas, le contexte était très différent, vous saviez pas forcément, il y a plein de choses qu'elle dit qui est beaucoup plus poétique que ce que je vais dire moi, mais en l'occurrence, je pense que plus personne, en fait on est tous très conscients que seul on va pas y arriver, et qu'il faut créer ce collectif qui est conscient et volontaire pour transformer de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais j'ai l'impression que cette notion de fracture, en tout cas sur cette thématique, n'existe plus. Sur le travail, c'est un peu différent. En tout cas, on sort de ce discours parce qu'on comprend qu'il est paralysateur, qu'il ne va pas faire avancer les choses. Donc j'ai l'impression, en tout cas, dis-moi si tu penses à des contre-exemples, mais
qu'on a beaucoup moins eu ce vocabulaire-là dans les 3-4 dernières années. Ça a beaucoup évolué. Et qu'on est beaucoup plus sur l'action, sur comment faire ensemble, comment faire société, comment combiner les enjeux sociaux aux enjeux environnementaux, que de pointer du doigt comme on l'a fait peut-être il y a 10 ans. Même si, bizarrement, ça reste un sujet encore peu que les hommes et femmes politiques saisissent encore trop peu. Enfin, on le voit bien dans tous les temps de parole, les sujets environnementaux sont encore vraiment minoritaires, quoi. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a vraiment eu une évolution forte au cours des dernières années, déjà de la prise de conscience, de la façon dont c'est perçu, dont c'est accepté. Bon, c'est un peu comme toutes les phases du deuil, quoi. C'est petit à petit, après la négation, le déni, la négociation, et l'acceptation. Maintenant, il y a plutôt, on revient un peu plus dans un modèle d'action, de collaboration qui devrait nous permettre effectivement ensemble de trouver quelques solutions et donc changer un petit peu la trajectoire sur laquelle on est. En tout cas, c'est ce qu'on espère, quoi. Complètement. Mais donc, est-ce qu'on pourrait dire que quelque part, cette jeunesse qu'on qualifiait difficilement il y a quelques années, post-Covid, de génération sacrifiée, est-ce que ça deviendrait maintenant une génération engagée qui permettrait d'inverser un petit peu l'intendance à la fois de son destin et puis du monde du travail et de l'économie dans laquelle elle évolue? Je pense qu'on va avoir un petit peu le même genre de phénomène les règles du jeu au travail changent, mais encore une fois, je pense que c'est plus intergénérationnel que jeunesse. Simplement, ils vont pousser le curseur un peu plus loin, ou comme je reprends ce terme de non négociable, mais c'est qu'ils laissent pas passer certaines choses. Après, il y a toujours un débat de est-ce qu'on s'agit en vieillissant, et qu'en l'occurrence, est-ce que cette flamme ou cette mentalité qu'ont beaucoup de jeunes sur les 5-4 dernières années, est-ce que ça va pas s'estomper, certains disent quand ils auront des enfants, etc., etc. Donc je me pose la question, néanmoins, y a peut-être une question, je ramène à mon cas personnel, mais là, en gros, si je devais résumer Youth Forever en une question, ça serait qui va le faire ? Et qu'en fait, par rapport à cet immense sujet, moi je travaille pas directement sur la question climatique ou environnementale au sens large. C'est pas mon champ d'expertise, j'essaye d'être la plus informée et consciente possible, mais derrière, moi en tout cas là où je m'engage, c'est d'aller du côté ce qui me semble stratégique, mais on pourrait dire des ressources humaines, et qu'en fait aujourd'hui une fois qu'on en a pris conscience, on fait des feuilles de route, on élabore des plans stratégiques, on se pose la question du quoi, du pourquoi, du comment, etc. Je trouve que souvent le qui manque, et que de l'autre côté, quand on regarde l'état physique, l'état mental dans lequel sont les travailleurs ou les actifs, l'état psychologique, même juste la compétence, tu parlais de métiers qui n'existeront pas demain, c'est la réalité. Ouais. Et en l'occurrence, quand on regarde les talents disponibles, et puis dans un contexte de transition démographique, de contexte social et géopolitique qui va quand même bousculer un petit peu, je pense, la force qu'on aura à agir. Globalement, je me pose la question, mais qui va faire ce plan de transformation sur les 30 prochaines années, donc le plan de 2050 de telle ou telle entreprise, en fait, est-ce que c'est des salariés qui sont déjà là ? Est-ce que ça va être des salariés... Et c'est là où nous, on va après sur des sujets, par exemple, comme le contrat de travail, mais c'est plutôt toujours cette intention de qui va le faire et comment on crée les conditions de peut-être 10% des gens, mais qui seront le fil rouge et les garants de cette transformation. Parce que sinon, elle peut se perdre en route, et c'est pas parce que le plan existe qu'il va être opéré. Et vous arrivez à accompagner des entreprises justement sur un plan à plusieurs années Aussi ambitieux, non. Mais aussi parce que ça fait pas longtemps qu'on existe, et je pense que ça demande beaucoup de... Quelque part, L'Oréal, par exemple, a beaucoup travaillé sur le sujet. Ils ont fait un programme qui s'appelle L'Oréal for Youth, qui est en fait l'articulation de leur plan L'Oréal for the Future, qui est leur plan stratégique à 2050, mais je me trompe peut-être. Et ils seront partenaires avec nous depuis le départ, et ils ont vraiment, depuis quelques années, shifté en se rendant compte de l'importance de se poser la question du qui. Donc eux, c'est un bon exemple, je trouve, d'un changement récent de mindset, en tout cas de conscience de l'importance RH pour la survie de leur entreprise, mais aussi pour contribuer à une société plus durable. Donc d'un point de vue vraiment concret, la réponse est non, on n'a pas fait ces plans-là, mais par petites touches, on essaye de commencer à y contribuer, et surtout de réaligner des problématiques RH du court terme, du quotidien, et de essayer toujours de redire mais pourquoi on parle de ça, parce qu'il y a une intention beaucoup plus long terme,
et comme ça de réconcilier des problématiques qui paraissent urgentes et des problématiques peut-être plus long terme dans lesquelles il faut investir. On dit souvent que il suffit pas forcément de beaucoup de personnes pour changer les choses, et déjà Exactement. 5%, un noyau dur motivé, solidaire de 5% d'une organisation peut déjà complètement renverser la compréhension, la perspective et la stratégie, que ce soit une entreprise ou non d'ailleurs. Mais par contre, je pense que c'est important, et c'est un peu ce que tu dis, ces 5% ne peuvent pas être que des jeunes, et ça doit comporter aussi différents secteurs, différents jobs, et puis aussi différents niveaux de décision, hein, Complètement. pour pouvoir faire changer les choses. Donc, et l'accompagnement d'une entreprise dans une transformation aussi grande que de devenir, je sais pas, une entreprise qui n'émet plus de CO2. Alors bon, là aussi ça a été un peu galvaudé, mais il y en a qui se targuent de déjà l'être, ou en tout cas, si ce n'est d'atteindre cet objectif, mais déjà de complètement changer sa façon de travailler pour réduire massivement son émission de gaz carbonique, et puis rentrer dans une économie plus circulaire. C'est vrai que c'est des plans de transformation tellement importants, surtout pour des entreprises comme L'Oréal, qui sont déjà implantées dans le monde entier, que oui, ça nécessite, je pense, des équipes quand même assez larges, même si ça part d'un petit noyau dur, quoi. C'est sûr. Et vous arrivez à les accompagner aussi par rapport à cette incertitude des métiers de demain, donc que ce soit issu du défi climatique, mais aussi de l'avancée technologique. Comment vous les accompagnez à la fois donc, les jeunes sur cette incertitude, mais également l'entreprise qui, elle aussi, va au-devant de gros bouleversements? On a moins ce rôle-là, enfin on a ce rôle d'un point de vue de sensibilisation, mais pas, encore une fois, pas dans l'accompagnement. Et puis je rappelle, notre mission c'est pas c'est pas de faire du conseil, donc c'est quelque chose qu'on fait peu. Par contre, là on est beaucoup sollicité, typiquement pour des conférences dans des secteurs déjà en crise en fait, et où cette incompréhension, ce mystère, cette pénurie de talents sont déjà très très à l'œuvre, que ce soit le secteur de la santé, du soin, que ce soit tout le secteur agroalimentaire, et notamment agriculture, viticole, etc., etc. C'est des environnements où il y a déjà une telle crise d'attractivité, un tel sujet de réputation, et des problématiques vraiment réelles déjà de départ d'une partie de ceux qui savent faire à la retraite, de transmission de savoir-faire, et plus globalement de comment on va être capable d'assurer ces services pour un monde qui va en avoir plus en plus besoin, de plus en plus complexe et incertain. Donc on intervient déjà plutôt sous format la conférence, atelier, etc. pour ce secteur-là, pour les métiers essentiels quand on en parlait en Covid, mais plus profondément sur vraiment l'évolution des métiers dans ce champ de contraintes technologiques, environnementales, même démographiques. Ça, c'est des problématiques qu'on étudie dans nos études, mais qu'on n'a pas encore travaillé en détail avec des organisations. Néanmoins, on en parle à chaque intervention. D'accord. Et alors, quels sont les projets du moment de Youth Forever, les actus, les perspectives? Alors, on a beaucoup travaillé sur la question de la recherche d'emploi. Ouais. Là, pour le coup, c'est notre casquette, plus Asso qui est ressortie. En fait, on a produit plusieurs études dans les derniers mois, notamment une sur les contrats de travail qui était plutôt ma partition. Donc là, qui est globalement une histoire du syndicalisme, de l'individualisation progressive du travail sur les 100 dernières années, de comment on arrive aujourd'hui à essayer de faire des choses sur mesure en termes d'horaires, de congés, etc. Et puis une sorte de plaidoyer à ne nous trompons pas et tombons pas dans ce gouffre de chacun fait son contrat, quoi. Parce que d'un point de vue collectif, et notamment pour mener cette transformation, il va falloir recréer cette co-responsabilité. Donc ça, c'est vraiment le typique soir. Mais en l'occurrence, j'ai beaucoup bossé là-dessus, et le reste de l'équipe une autre partie de l'équipe a bossé sur beaucoup plus un sujet très concret de la recherche d'emploi et des écarts en fonction des jeunesses. Parce qu'on a beaucoup d'études sur les jeunes, comme bloc à part, mais peu sur les jeunes en fonction de plein de verticales et de segments. D'accord. Et on a voulu quand même illustrer à quel point certains jeunes sont beaucoup plus en difficulté que d'autres par juste leur réalité sociale ou de diplôme ou même du genre.
Donc comme ça, on s'associe avec différents partenaires en fait pour illustrer certains points. On en a publié plusieurs chapitres, on le fait par chapitre en fonction des partenariats. Donc ça nous occupe depuis, je dirais, 9 mois et ça va continuer à nous occuper. On a notamment un volet sur la grande précarité qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est d'un point de vue observatoire, on a ces actualités-là. Et puis après, pour rien cacher, la jeunesse, c'est plus ou moins à la mode globalement. Enfin, notre thème. Toujours. On est moins à la mode en ce moment et donc forcément, ça a un impact sur notre mode de financement. Donc on est en train de transformer notre façon d'opérer, revenir à notre essentiel dans un contexte qui est moins porteur et on reste une structure de moins de 3 ans qui est dans un contexte politique qui est le nôtre. Bien sûr. Et donc on est assez impacté par ça. Donc on va changer un peu la voilure de nos activités, le mode opératoire, mais on garde le cap pour contribuer à notre mission. Donc des projets, il y en a peut-être un peu moins que d'habitude parce qu'on est un peu dans cette phase, il faut faire le dos rond, comme on dit. Se recentrer un peu, Mais bon, comme les 3/4 des startups, des PME et des grands groupes même. Tout à fait. Donc on fait le dos rond, mais on garde notre ligne directrice, on continue à produire nos études, on intervient beaucoup dans des événements, que ce soit privés ou grand public. Et puis on est en train de préparer nos prochaines promotions de formation. Et de là, on va voir où ça nous mène. Écoute, on a hâte de voir la suite, Moi en aussi. tout cas. Mais écoute, merci beaucoup Jasmine d'être venue. Merci pour ton temps et pour cet échange passionnant. Et puis écoute, à très bientôt. Et bon courage pour la suite. Et puis je précise, si vous souhaitez continuer cet échange, je suis très accessible sur LinkedIn. Jasmine Manet, comme dans la description. Merci à toi. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.